Il est vrai que par rapport au travail, on a eu quand même des obligations gouvernementales par rapport aux différentes façons de travailler, avec des obligations de télétravail et des obligations de travailler avec le milieu familial. Et particulièrement pour les personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques, il est vrai qu'on a le manque d'accès, et encore pour d'autres patients, hein, un manque une difficulté à accéder au système de soins pour multiples raisons qui font que on a des conséquences qui sont assez globales en termes de dépression et d'anxiété, ce que vous disait le docteur Lotaroudi, ce qui va faire que on va avoir des conséquences qui vont être importantes pour des pathologies qui avaient déjà ce type de conséquences en termes psychologiques. Et donc, là, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais c'est quand même important de le rappeler, c'est que la maladie, ce n'est pas incompatible avec le travail, que l'accès au maintien au travail fait partie intégrante de notre modèle social et que ça fait partie de l'identité des personnes avec une reconnaissance morale et que le travail, ça fait partie de la qualité de vie de chacun et ça fait partie de l'épanouissement personnel. Et donc, les maladies inflammatoires chroniques, elles ont chacune leurs caractéristiques propres en termes de symptomatologie, en termes de traitement, en termes de prise en charge qui sont plus ou moins contraignantes et qui peuvent être spécifiques. Il est vrai qu'on avait fait des journées patients pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on avait fait des journées pour les déficits immunitaires. Donc, il est vrai qu'à chaque fois, on retrouve des particularités de prise en charge de ces maladies avec une implication au niveau du travail qui peut être différente. Et donc, l'important, c'est d'adapter le travail à l'humain et pas faire l'inverse, évidemment. Et donc, là, c'est une chose importante. Et dans la deuxième partie de ma présentation, ce qui sera la grande majorité de ma présentation, et ça, c'est quelque chose qui évolue, je vais vous redonner les outils qui sont indispensables pour le maintien en emploi et qui ne sont pas forcément connus des patients, et notamment le rôle de la médecine du travail et tout ce qui va autour. Alors, je reviens quand même sur les conséquences des maladies inflammatoires chroniques de façon globale et même de façon Covid-19, hors Covid-19. Le Covid-19 n'a fait qu'accentuer des choses qui étaient déjà présentes, et notamment les symptômes d'anxiété et la dépression, qui étaient déjà un élément connu. Mais c'est vrai que quand on implique, et c'est l'exemple du docteur Le Taroui juste avant, qui est un bon exemple, qui montre qu'on a toujours une implication, et on ne sait pas comment la prendre en compte, de la dépression qui est déjà présente. Et donc, là, je vous présente une étude avec des effectifs intéressants, puisqu'on a des effectifs assez importants, avec des patients atteints de sclérose en plaques. On avait 255 sujets, 154 sujets atteints de polyarthrite rhumatoïde, et puis 247 sujets atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et ils ont pris un groupe référence qui était atteint de troubles dépressifs et d'anxiété. Ça permettait d'avoir une référence, notamment pour les conséquences sur le travail. Et qu'est-ce qu'ils ont évalué, ces auteurs? Eh bien, ils ont évalué la relation entre différents paramètres, notamment la douleur, la fatigue, la dépression et l'anxiété sur l'altération du travail. Qu'est-ce qu'ils ont mesuré? Ils ont mesuré l'absentéisme. C'est quoi l'absentéisme? Je ne suis pas au travail à cause de ma maladie. Le présentéisme, c'est je suis au travail, mais je le fais moins bien. Et l'incapacité à travailler, c'est l'incapacité à faire certaines tâches dans son travail. Et ils ont pris en compte différents facteurs confondants, tels que des variables sociodémographiques, à savoir le niveau de catégorie socio-professionnelle, l'incapacité physique, la fonction cognitive, savoir si on avait un niveau équivalent ou pas, et puis d'autres problèmes de santé concomitants. Et ce qui montre clairement, c'est qu'il y a des associations significatives entre la douleur, la dépression, l'anxiété, la fatigue et ces différents paramètres de productivité au travail, même si j'aime pas beaucoup ce terme, mais qui sont importantes pour les patients et qui créent une diminution de la qualité de vie. Et donc, la fatigue, quand on reprenait tous ces facteurs et qu'on essayait de savoir quel était le facteur qui était le plus prédictif de cette incapacité à travailler, eh bien c'était la fatigue. Donc, c'est quand même un élément qui est à prendre et de façon importante et qui est peut-être souvent négligé par les différents acteurs de soins, et parce que la fatigue, c'est un signe banal. Bah oui, on est malade, donc on est fatigué. Bah non, c'est un problème parce qu'on a une performance au travail qui est moindre, et ça joue sur le moral, et après on tombe dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que on n'est pas content de soi, on devient et on altère l'état psychique. Donc, et on avait des éléments qui étaient assez significatifs, hein, à chaque fois que
le chiffre est supérieur à 0, qui ne comprend pas 0, bah, ça veut dire qu'on a des éléments significatifs, ils sont en gras, et on a des éléments, vous voyez, notamment sur la fatigue, eh bien, tous les paramètres sont significatifs concernant l'absentéisme, le présentéisme et la capacité générale de travail. Donc ça, c'est une étude qui est assez récente, qui est 2018, et que je trouvais intéressante de vous la donner parce qu'elle prend au moins en compte un modèle de référence avec des sujets atteints de dépression et d'anxiété, et qui permet de bien d'avoir une bonne interprétation des données. Alors, c'est important, il faut adapter le travail à l'homme. Mais comment? C'est pas toujours facile. Là, s'il y a une diapo qu'il vous faut retenir, c'est celle-ci, c'est quels sont les outils qui sont disponibles pour le maintien dans l'emploi. Il y a le suivi individuel médical par le médecin du travail, la visite de pré-reprise, je vais revenir sur chacun de ces termes, la visite spontanée demandée par le salarié, l'aménagement du poste de travail, le temps partiel thérapeutique, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui donne accès à des organismes de placement spécialisés, le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et Cap Emploi, et puis la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Tout de suite, sur cette diapositive, je vous dis qu'un salarié est en droit de demander une visite spontanée auprès de son médecin du travail. Donc, c'est quelque chose qui est souvent assez négligé. C'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à demander auprès de son médecin du travail pour justement lui faire part de vos difficultés au travail. Et puis, la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, c'est une cellule qui a été mise en place récemment et qui permet, si vous voulez, quand il y a un aménagement de poste, de tester cet aménagement de poste. Et ça, c'est un élément important. Ça permet justement de pouvoir reprendre son travail sur un poste qui a été correctement aménagé. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau et qui commence à être mis en place. Alors, le suivi individuel médical, il faut savoir que récemment, il y a eu un changement de la loi. Et il faut savoir qu'on a des suivis pour les postes à risque avec des examens médicaux qui sont réalisés tous les 2 ans et pour lesquels, une fois sur deux, vous devez absolument voir le médecin du travail. C'est des postes à risque avec une liste bien précise. Et puis, il y a parmi les salariés hors poste à risque ceux qui sont reconnus en qualité de travailleurs handicapés. Et c'est quelque chose qui n'est pas assez souvent fait et qui est important parce que ça donne un suivi plus rapproché auprès du médecin du travail. Et donc, ça permet de faire le point plus souvent avec son médecin du travail par rapport à ça. La visite de pré-reprise, c'est un élément qui est très important parce que c'est une visite médicale qui devient obligatoire pour les arrêts de maladie de plus de 3 mois. Et ça, c'est un élément important et ça permet de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une durée de plus de 3 mois. Et c'est organisé par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil qui suit le dossier ou éventuellement du patient. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Et la visite de pré-reprise, elle va permettre d'envisager des aménagements du poste de travail, c'est-à-dire que le médecin du travail va prendre contact avec son employeur et va commencer à aménager le poste pour pouvoir préparer au mieux la reprise effective après l'arrêt pour la maladie. Donc ça, c'est un élément qui est très important. De toute façon, vous aurez accès au diaporama. Je mettrai beaucoup plus d'éléments dans le diaporama que je vous fournirai. La visite spontanée, j'en ai déjà parlé, vous pouvez demander une visite à votre médecin du travail. Ça, c'est un élément qui est très important et qui n'est pas suffisamment su des patients. Et ce médecin du travail pourra aménager les conditions de travail. Le poste, ça peut être différentes choses. Ça peut être avoir une place de parking plus proche de son bureau, avoir un aménagement en raison d'un handicap fonctionnel de l'épaule, du dos. Donc, tout ça, c'est des éléments qui peuvent être aménagés en fonction d'une discussion que le médecin du travail pourra avoir avec son employeur en vous intégrant et en regardant un peu les particularités de chacun de ces postes. Il faut savoir aussi qu'on peut aménager le temps de travail et on peut aménager ça de façon temporaire. C'est ce qu'on appelle le temps partiel thérapeutique. C'est un élément qui peut être vu. C'est le médecin conseil qui donne son accord par rapport à ça avec le médecin traitant. On peut faire un mi-temps thérapeutique. On peut aller jusqu'à 90% du temps. Mais le but du jeu, c'est reprendre le temps complet ou le temps antérieur à l'arrêt pour pouvoir adapter. C'est quelque chose qui est temporaire. C'est maximum 1 an pour la même pathologie. Et puis après, la personne peut très bien prendre un temps partiel définitif, c'est-à-dire qu'il faut changer de contrat de travail. Là, on est dans le changement du contrat de travail. Je passe à 70% au lieu du 100% avant, et ça, c'est définitif. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire une demande d'invalidité ou d'allocation adulte handicapé
pour compenser éventuellement la perte de salaire. La reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, c'est quelque chose qui est important, qui peut être fait auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Donc, il y a un formulaire à remplir et un certificat médical à joindre à ce dossier. Et ça donne l'accès, et c'est l'élément important, c'est donne l'accès aux organismes de placement spécialisés, qui sont les services d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Ça veut dire que si vous êtes en activité, ben cet organisme-là va prendre contact avec l'employeur et essayer de voir quelles sont les possibilités d'aménagement, parce qu'ils ont déjà eu ce type d'aménagement-là dans nos entreprises, et ça va faciliter les choses pour l'entreprise. Et ça permettra éventuellement de demander, de voir avec certaines associations, notamment l'association de gestion du fonds d'indemnisation des personnes handicapées, du fonds d'insertion des personnes handicapées. Ça, c'est pour le régime général. Et puis, le fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, ça existe au niveau de la fonction publique. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Et Cap Emploi, c'est quand on n'est plus apte à son poste et qu'on veut faire une reconversion professionnelle, c'est un élément qui est important. Et quand on est reconnu travailleur handicapé, eh bien, on peut avoir une aide de cet organisme pour un bilan de compétences et de reconversion professionnelle. Je vous remercie de votre attention.